Bienvenue dans ce chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en étant chez elles. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donc prénom, âge, métier, occupation, et me dire depuis combien de temps tu es à Mayotte? D'accord. Alors moi, c'est Ingrid. Je suis coiffeuse et ça fait pratiquement 12 ans qu'on est à Mayotte. Donc, commence à avoir un petit peu l'habitude. Voilà. Après, pour te raconter un petit peu. Donc, au niveau du cyclone, alors étant réunionnaise, donc nous, on a l'habitude des cyclones. Toi, tu as déjà vécu ce type d'événement à La On Réunion? a déjà vécu ce type d'événement à La Réunion. C'est vrai que là, pour le coup, ici, on l'a vachement senti, pour le coup. À La Réunion, tu en as vécu plusieurs? On en a vécu plusieurs, des forts, des un peu moins forts. Après, là, ici, en tout cas, franchement, moi, je me sentais en sécurité. Ici, il y a pas de souci. La maison où on était, donc du mur, de la tôle certes, mais du mur. Donc franchement, moi, j'ai pas eu peur. Le vendredi, alors le cyclone, c'était samedi. Donc le vendredi soir, donc du coup, tout le monde a commencé à parler un peu du cyclone, etc. Et nous, on était là, non, ça va bien se passer. Toi, t'en avais entendu parler juste le vendredi ou les jours Franchement, précédents? juste le vendredi. D'accord. Et souvent ici, ça n'a pas été pris au sérieux? Est-ce que ça touche souvent Mada ou ça touche La C'est Réunion, ça, mais très rarement? c'est ça. Toi, t'as cru que ça allait venir sur Mayotte ou pas du Pas tout? du tout. D'accord. Vraiment, je m'étais dit que ça allait être comme les deux, je crois qu'il y avait 2 fois précédentes où ils avaient annoncé un cyclone et qu'au final, oui, c'est plus Mada qui a pris. Enfin, en tout cas, depuis le temps que moi je suis ici à Mayotte, on a toujours pensé que Madagascar, entre guillemets, nous calait un peu de tout ça et que c'était parce que le passage il est étroit quand même pour pouvoir Rempart naturel un petit peu. voilà. Et malheureusement pour eux, mais c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que Mada calait quoi entre guillemets et tout ça. Donc du coup le vendredi soir tout le monde était là. Certains commençaient à flipper un petit peu, d'autres se disaient mais non, c'est parce que les gens ils connaissent pas comment ça se passe les cyclones et tout ça. Et j'étais dans ce lot-là qui se disait que non mais ça va aller, un cyclone oui certes, mais pas non plus catastrophique, en tout cas pas comme c'était là quoi. Et donc moi j'ai jamais déménagé, j'ai toujours été dans la même maison depuis que je suis arrivée à Mayotte. Et c'est vrai que donc le samedi matin, j'appelle tout le monde, à la famille, à la réunion et tout. On en rigolait quoi. Oui, certainement il va avoir des coupures de courant, il va avoir tout ça. Donc je vous appelle avant juste pour vous dire que tout va bien et tout ça. Donc tout le monde me dit non mais oui mais où vous êtes ça va aller et tout ça. Et le vent a commencé à souffler. Du coup, c'est super intéressant, c'est comment vous y préparez à La Réunion Ouais. et qu'est-ce qui a fait, ici, comment Alors, t'as pu à la t'y préparer? à La Réunion, on sait très bien que tous les périodes cycloniques, on va se prendre un cyclone. Donc du coup, donc les structures sont quand même faites de façon à résister donc au vent, à la pluie et tout. Tout le monde, enfin, quasiment tout le monde, que ce soit un petit peu dans les hauts ou même dans les bas de La Réunion, ils ont leur réserve d'eau. Les constructions sont, pour moi, étaient solides parce que du coup, il y a eu Garance après et qui du coup a faussé un peu voilà. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, on est plus habitué parce que on a toujours connu ça quoi. On sait très bien que du moment où on entame le mois de décembre jusqu'au mois de mars, on s'attend à avoir un cyclone. Donc les fenêtres sont quand même assez résistantes, les tôles aussi. Il y a toujours un peu de glissement de terrain, donc ça forcément. Hein. Mais bon après voilà, t'as des zones qui sont un peu plus à risque que d'autres. Donc du coup, tu sais très bien que si t'es dans une zone à risque, bah, tu t'organises en fonction quoi.
Et c'est vrai que ici, je sais pas si les structures sont pas faites pareil, je sais pas si comment c'est fait, mais c'est vrai que pour avoir eu autant de dégâts que ça, je pense que ça devait pas être très solide. Et est-ce que tu as senti autour de toi que les gens étaient prêts ou plutôt comme toi incrédules? Est-ce Non, que il y a eu un mouvement dans tes amis, dans tes collègues de travail? bah après au salon, donc du coup on en a parlé donc le vendredi, donc comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui craignaient, qui disaient ah oui, ma baie vitre elle va pas tenir et tout ça. Et c'est vrai que donc moi j'ai appris ça le vendredi. Quand ils m'ont dit qu'il allait avoir des vents à plus de 200 km/h et tout, j'ai pas fait le lien entre un vent de cyclone qui pouvait se faire à La Réunion et un vent de cyclone qui pouvait se faire ici. Donc du coup, j'ai vraiment pas fait le rapprochement, et c'est vrai que on en avait qui flippaient pas mal quand même. Qui flippaient pas mal quand même. Après, ceux qui ont connu un cyclone à La Réunion ou ceux qui ont connu un autre événement climatique comme ça ailleurs, ils étaient tranquilles, vraiment tranquilles, mais non, ça va aller. On est dans des maisons solides pour les personnes que j'ai eues, que j'ai vues et que j'ai eues ce jour-là. On a des maisons solides, ça va tenir, etc. Nous, on avait même créé un petit compte WhatsApp spécial cyclone pour se tenir informé des aléas de tout le monde, parce que autant on a des clients du sud comme du nord. Donc du coup, on s'était fait un petit groupe WhatsApp comme ça. Donc on se donnait des nouvelles de temps en temps. Voilà, le sud c'est comme ça, le nord c'est comme ça. Ici chez nous, il y a déjà plus d'électricité. Enfin, voilà quoi. Et jusqu'à ce que plus d'électricité du tout. Et là, t'as plus de nouvelles de personne. Ouais. Donc ouais, et pas mal ont eu des gros dégâts, d'autres qui ont résisté, dégâts des eaux, etc. Mais Toi, en ton logement, général, il a résisté. moi mon logement il a plus de tôle. Est-ce que Nous, ouais. tu peux me raconter du coup le jour J? Alors tu Alors parlais du donc vendredi, voilà. le jour J, quand ça se Donc passe, qu'il y a une le période de jour calme J. et puis les vents sont arrivés. Donc le jour J, donc l'alerte rouge qui a été mise le vendredi soir, je crois, ou le samedi Tu parles matin. du SMS là qui Ouais, qui parle à voilà. tout le monde. Donc voilà, donc on reste à la maison tranquille, on se réveille. Bon, du coup pas trop tard parce qu'on s'était dit bon, au cas où. Donc on se réveille, donc j'appelle tout le monde pour dire à tout le monde, à la famille, à la réunion, que tout va bien et tout. Et là je vois que ça commence à pleuvoir, donc je vois que l'eau commence à entrer par la porte d'entrée, par les fenêtres. Donc on essaye d'éponger comme on peut, d'accord. Donc moi, mon mari et mon fils pour le coup. Et donc du coup, donc on essaye d'éponger. Et puis ça commence, ça souffle, ça vente, ça tombe, la pluie tombe. Et là, je vois que le placo de la cuisine descend. Donc du coup, on se pose la question parce que on se dit mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'a rien, enfin on entendait le vent s'engouffrer, on entendait les tôles qui claquaient, mais on n'a pas pensé que c'était notre tôle en fait qui claquait et qui était en train de partir. Donc du coup, avant qu'il y ait la coupure d'électricité, j'appelle le propriétaire qui habite en face de chez moi. J'ai dit j'entends quelque chose qui claque, c'est quoi? Il me dit t'inquiète, ça va tenir, mais c'est un petit bout de tôle qui bouge. Je dis bon ok, d'accord. Donc l'électricité coupe, donc plus aucune connexion avec personne. Et là, mais d'un coup, mais tu entends le vrap de la tôle qui s'en va. Donc le placo de la cuisine qui commence à descendre. Donc forcément, donc tout l'eau qui descend. La chambre de mon fils, des dalles tombées, qui tombait. Le placo le plafond d'en haut, quoi. En fait, à force d'avoir l'eau qui rentrait, donc le fait de ne plus avoir de tôle, l'eau qui rentrait, ça appuyait sur le placo, et donc du coup, donc le premier, donc c'était la cuisine, le deuxième celui de la chambre de mon fils, le troisième notre chambre à nous, et ensuite le salon a commencé. Donc du coup, il nous restait plus que les toilettes, la salle de bain et la moitié du salon pour pouvoir, d'endroits abrités, on va dire, sans pouvoir avoir de pluie, sans avoir quelque chose qui pouvait te tomber sur la tête, etc.
Et Vous êtes réfugiés de la maison. donc on avait un petit couloir en fait qui séparait les 2 chambres et les toilettes. Donc on est resté quasi 1 heure dans ce petit couloir avec chacun un sac à dos, nos passeports, nos papiers, une petite valise avec des vêtements de rechange et on est resté là pendant 1 heure D'accord. à peu près. Donc mon fils qui voit tout s'effondrer, donc forcément traumatisé, il arrête pas de crier et tout. Et du moment où le placo du salon part, là on se dit mais en fait on n'a plus d'endroit là pour rester. Soit on reste cloîtré dans la salle de bain et dans les toilettes, ou sinon soit de toute façon soit on meurt à l'intérieur, soit on meurt dehors. D'accord. Donc du Ça vous coup a traversé on l'esprit, prend la décision de sortir de la maison. OK. Donc ça souffle, hein, dehors dessus ça souffle. On a essayé d'ouvrir la porte d'entrée, mais impossible d'ouvrir la porte d'entrée tellement ça soufflait. Donc il y a mon mari qui me dit du moment où j'arrive à pousser, on y va. Je dis OK. Donc on se met à 3 à pousser la porte d'entrée pour pouvoir l'ouvrir. Et il me fait finalement on va attendre. Je dis ah bon, pourquoi? Il me dit non, en fait la tôle de la voisine d'à côté, elle va s'envoler, vaut mieux qu'on la laisse partir d'abord la tôle et ensuite on y va. Je fais OK. Donc on retente de pousser la porte et là il me dit si t'arrives à sortir, rase les murs parce qu'en fait je sais même pas si l'escalier est encore là. Je dis hein, comment ça l'escalier est encore là? Il me dit non mais en fait le mur qui tient l'escalier en fait il est plus là. Donc du coup je dis d'accord, OK, et il me dit si on arrive à sortir et que on peut s'échapper de la maison, rase les murs de la maison parce qu'au cas où si l'escalier tombe en fait. Donc du coup on arrive à sortir. Vous aviez pas de visibilité en fait? Rien du C'est tout. ça qui Rien. T'avais le brouillard de partout, tu t'entendais les bruits de tôle mais tu voyais rien en fait. Donc on a réussi à sortir, donc on est sorti. On a passé les escaliers, donc là tu cours hein, forcément. On a même pu penser à la porte de la maison si elle allait tenir ou elle allait pas tenir. On s'est dit de toute façon, il y a plus de toit, il y a plus de placo. Si la porte elle tient pas, tant pis. Donc du coup, on a laissé la porte ouverte et on a réussi à s'échapper. Donc du moment où on descend, donc moi je prends mon fils, donc je tiens la main de mon fils et je lui dis écoute, voilà, vas-y, rase les murs et puis dès qu'on peut sortir, on court. Donc on descend les escaliers et là donc forcément donc notre portail qui est tombé. Le cocotier du voisin qui se retrouve sur le portail. Vous étiez là ou vous avez constaté Et ouais, jusqu'où mais du vous coup, arrivez? il faut escalader pour partir. Donc du coup, je dis à mon fils, vas-y, du moment que t'arrives à sortir de là, on va se débrouiller. Et j'entends un boom, mais un boom. J'essaye de regarder derrière, sauf que je voyais rien. Je vois mon mari qui dégringole les escaliers sur la tête. Je me suis dit, c'est bon, il est mort. Et au final, je lui dis, est-ce que ça va? T'as un truc de cassé? Il me dit, c'est bon, vas-y, cours. Je dis, bon, OK. Mais en fait, le pire, c'est que tu regardes même pas derrière parce que, du coup, t'as ton fils à côté de toi, qui est en larmes parce qu'il voit son père tomber. Et du coup, tu te dis, bon, allez, OK, on y va. Donc, on escalade le cocotier, on escalade le portail et on arrive sur la route. Donc, je dis à mon fils, je dis, bon, allez, on y va, on court. Tu sais, quand tu rêves de courir et que tu recours et que t'as l'impression de ne pas avancer, c'était ça. Donc on a couru, donc on est arrivé chez le propriétaire d'en face. Donc du coup, je cogne sur la porte, je lui dis vas-y, ouvre. Donc du coup, on y arrive. Sauf que pour l'instant, je vois toujours pas mon mari derrière. Hein. Je sais même pas s'il a réussi à sortir, s'il a réussi à escalader ou quoi que ce soit. Donc du coup, il sort. Donc du moment où moi j'arrive, donc on pose nos sacs à dos, on attend à l'entrée qu'il arrive. Donc 2 minutes plus tard, il arrive et là on se dit OK, c'est bon. On est vivant. Certes que oui, OK, on a un peu mal quelque part, un peu machin et tout, mais on est vivant. Donc on est resté chez le propriétaire jusqu'à ce que ça se calme en fait. Et en fait pendant cette période d'accalmie là, c'était le moment où en fait il fallait pas sortir non plus parce qu'il se disait oui, c'était l'œil ou c'était pas l'œil, ça va peut-être recommencer ou pas. Donc du coup, on est quand même sortis parce que du coup, donc on a regardé par la fenêtre parce qu'en fait tous nos voisins n'avaient plus de toit, mais vraiment toute la résidence. Donc on est passé par porte,
pour essayer de cogner pour voir s'il y avait personne qui était resté coincé ou quoi que ce soit. Donc on a commencé par le premier logement, donc on a sorti les gens. On est passé le deuxième logement, on a sorti les gens, dispatché les gens dans les habitations qui avaient encore un toit. Donc voilà. Et ensuite, on est retourné chez le propriétaire en attendant la suite, quoi. Il y avait combien de personnes dans ce quartier-là? Dans ce petit quartier, alors déjà, il y avait une famille là avec ses 3 enfants, donc un couple 3 enfants. Il y avait donc un monsieur en haut et sa dame et la femme, qui eux, c'était les premiers à ne plus avoir de tôle en fait, et ils sont restés coincés là-dessous pendant 2 heures, sous un placo en fait, assises dans leur canapé, sous le placo restant. Et il y avait. Vous avez dégagé? Du coup, on est venu toquer à leur porte pour voir si tout va bien, et du coup, on les a sortis. On les a dispatchés un peu. Enfin, en fait, tout le monde s'est dispatché un peu dans les habitations à côté, quoi. Donc voilà. Après, on savait pas s'il y avait un homme quand même assez âgé qui habitait seul en plus. On savait pas s'il était parti, s'il était resté. Donc du coup, on a essayé de cogner, essayé d'entrer. Et puis voilà, quoi. Et après, après tout ça, on s'est retrouvés quasi tous dehors, hein. Tous dehors. Donc un peu plus ou moins habillés et d'autres pas habillés du tout, hein, d'accord. Ouais. Donc voilà, donc on s'est retrouvés un peu dehors et on a constaté un peu tout la catastrophe, tout ce qui s'est passé dehors, quoi. Qu'est-ce qui t'a choqué une fois que le cyclone est passé? Qu'est-ce qui m'a choqué? En fait, j'ai l'impression que tout le monde est un peu à bout de souffle, quoi. Tout le monde sait pas trop où est-ce qu'il va. Je suis dans la même situation, hein. Dès que tu as un logement qui est à toi, entre guillemets, tu te dis, bon, écoute, t'es quand même rassuré, tu vas au travail, tu rentres chez toi. Là, moi, jusqu'à maintenant, je sais pas, on est quoi, avril? Oui. Donc, 4 mois après le cyclone, je squatte toujours chez une amie, parce qu'il y a toujours pas de logement. Et en fait, tous mes voisins là qui sont là, entre ceux qui ont quitté l'île parce que ils pouvaient plus résister ils pouvaient plus résister ici. De toute façon, ils avaient plus de logement, ils avaient plus rien. Donc, il y en a qui sont rentrés. Ceux qui ont pu avoir l'occasion de rentrer sont rentrés. Ceux qui ont pas pu avoir l'occasion de rentrer, ils sont toujours dans le même état que moi, là. C'est-à-dire qu'ils squattent toujours chez des gens parce que, il y a pas de logement. Ouais. Il y a pas de logement. La plupart qui sont comme ça, c'est des personnes qui sont là en famille. Certains ont envoyé leur famille à La Réunion ou en métropole. Mais franchement, j'ai l'impression que les gens, ils ont un espèce de poids sur les épaules et ils savent pas trop comment s'en sortir, en fait, un peu. Il faut s'avouer aussi que tout le monde est là à Mayotte aussi pour le travail, hein, d'accord? Mais après, à côté de ça, tu vois que moi, j'ai l'impression que pas mal de personnes sont en limite dépression, quoi. Vraiment. Et toi, durant le cyclone, Ouais. ça a duré plusieurs heures, hein, entre Oui. le début des vents. Une éternité, t'as l'impression. Que tu puisses te mettre en sécurité et que tout retombe. Et après, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup? Alors, qu'est-ce qui m'a permis de tenir le coup? Mon fils, déjà. Parce que, du coup, il fallait quand même le redonner, en fait, un petit peu l'envie de rester ici. Parce que, nous, du coup, avec le salon et le resto, on n'a pas le choix. Il faut qu'on reste ici quand même un peu. On s'est quand même posé la question, en début d'année, là. Du moment où on a pu rentrer un petit peu à La Réunion après le cyclone, on s'est quand même posé la question pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une bonne idée de rester ici pour lui? Ou est-ce que c'est un peu égoïste de notre part aussi de vouloir rester ici et de le laisser avec nous ici? Donc du coup, c'était la question. Qu'est-ce qui nous permet de tenir le coup? C'est en fait c'est parce que tu vois que tout le monde est dans la même situation, quoi. Que t'es pas tout seul et que tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Et jusqu'à maintenant encore, moi je vois que au salon on voit du monde, au resto on voit du monde, et c'est vrai que les gens ils ont du mal, hein. Ils ont vraiment du mal, et beaucoup se posent la question, est-ce qu'il faut rester?
Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'un travail ici vaut le coup de rester au détriment de tout ce qu'il y a à côté, quoi? Au détriment de ton confort, au détriment de tout ça. Et du coup, ouais, c'est pesant quand même. C'est assez pesant, moi, je trouve. Et d'ailleurs, toi qui est dans le commerce, est-ce que tu peux nous raconter genre un type personnel et aussi en tant que commerçant qui va reprendre le travail, qui est de l'équipe, un peu tout cet après cyclone? On a eu Alors, des phases un peu sur la première 48 heures. Déjà, tu appelles tout le monde, tu t'essayes de voir si tout le monde ça va, tous les collaborateurs pour voir si tout le monde est en bonne santé, si leurs enfants ça va. Donc déjà ça. Nous, on en a eu pas mal qui ont perdu leur logement aussi. D'accord. Donc voilà. Juste après le cyclone, c'était un petit peu la galère aussi pour se réapprovisionner en denrées alimentaires et tout ça. Donc nous, dès qu'on avait l'occasion, on faisait quelques courses et on ramenait pour les filles par exemple qui n'avaient pas l'opportunité d'y aller par exemple, ou parce que du coup on rentrait quand même 5 par 5. Hein. Donc nous, on était au commerce tous les jours, quasi, au départ après le cyclone. Pour nettoyer, pour déblayer, je sais pas. Ah non, mais la zone ici, ou est-ce que vous avez relancé tout de suite? Non, nous on n'a pas pu relancer tout de suite parce que que ce soit le salon ou que ce soit le resto. Alors non, le salon a pu reprendre. Le salon a pu reprendre quasi tout de suite, c'est-à-dire 1 semaine et demie après, parce que donc on avait de la demande de la clientèle qui voulait venir parce que au final tout le monde était un peu bloqué ici. Beaucoup devaient voyager et personne n'a pu voyager. Donc du coup, on a réouvert 1 semaine après. Mais c'était plus pour de la psychologie, on va dire, que plus que pour les cheveux. Hein. C'était vraiment, on était là. Le lien social. Ouais, voilà, que tout le monde était là, tout le monde racontait, etc. C'était vraiment plus ce groupe-là où tout le monde se réunissait ici pour pouvoir parler du cyclone, quoi, limite. Et du coup, donc, on a réouvert pour ça aussi parce que, on avait nos clientes qui étaient là, oui, on veut sortir, on en a marre de rester à la maison, etc. On a besoin de voir du monde, on veut parler et tout. Donc, c'était le petit coin où on se réunissait et on discutait. Donc, cyclone, comment ça s'est passé, l'avant, l'après, le pendant. Et du coup, voilà. Donc, c'était plus une petite cellule psychologique, quoi, on va dire un peu plus. Donc ça, c'était pour le salon. Donc on a pu ouvrir. Après, au salon, on a eu un dégât des eaux, mais franchement, après, oui, les matériels électriques, ils ont pris un peu, mais sinon, on a pu ouvrir quasi directement. Vous avez pu garder l'électricité ici dans la zone? Oui. D'accord. Ouais, l'électricité, l'eau aussi, hein. Oui, donc l'eau aussi. Donc on a pu avoir l'eau aussi. Pareil, donc du coup, dans vos frigos? Non. Et puis du coup, donc des gens qui avaient toujours pas d'électricité, donc ils venaient recharger leur téléphone aussi au salon. Donc c'était, voilà quoi. Donc voilà. Après le resto, par contre, non, on n'a pas pu ouvrir de suite parce que là, il y avait un petit peu plus de dégâts. Le voisin du dessus a perdu son toit, donc donc grosse infiltration et tout ça. On a pu ouvrir qu'au mois de février. Au mois de février, quand on a ouvert, on a vu que malgré tout, il y avait des gens qui étaient quand même partis et pas revenus. Donc là, ça commence à reprendre un peu, tu vois que les gens y reviennent. Mais dans les bureaux autour ou au niveau des clients, vous avez vu les différents? Tout. Que ce soit les gens des bureaux autour ou que ce soit la clientèle. Tout le monde était parti ou tout le monde n'était pas encore revenu parce que le local, il était peut-être pas comment dire, accessible par rapport au toit justement, par rapport à tout ça. D'accord. Là, tu me parles de différentes dates de première semaine, ce groupe un peu de parole qui se tourne au salon, la réouverture. Toi, comment tu te souviens de ces phases un petit peu jusque, je dirais un peu un retour à la normale ou en tout cas cette sortie de crise qu'on a eue? Cette sortie de crise, en tant que commerçante, tu parles? En tant que commerçante, ou en tant que... Est-ce que tu te rappelles de démarches, d'attentes que tu avais, de te dire, ça y est, on a passé
là, on a passé une étape, là, on a passé une autre. Comment tu J'ai l'impression qu'on n'a pas passé d'étape. depuis décembre? Sérieux, j'ai l'impression de pas avoir passé d'étape. Non, après si, donc forcément, donc il y a l'assurance. Donc tu te dis voilà, donc t'as un logement, donc oui, il y a le côté assurance habitation ou assurance professionnelle dans ce cas-là. Donc l'inventaire de faire de tout ton état de perte après, que ce soit pour l'habitation ou que ce soit pour le professionnel. Donc tu avais cette étape de te dire que au final, faut que tu retrouves des papiers. Dans tout ce bordel, faut que tu retrouves tes papiers. Donc que ce soit à la maison, donc à la maison c'est clair et net, donc on n'a plus quasi rien sauvé. Donc du coup en papier, en facture et tout ça, donc ça c'était voilà. L'assureur, non pas l'assureur, l'expert qui est passé, donc il s'est rendu compte de l'état qui était voilà. Donc l'étape paperasse, donc après cyclone, l'étape où tu te dis bon écoute, va falloir que tu te relèves de ça. Donc on est toujours dans la paperasse, on est toujours dans le fait de se dire qu'il faut se relever de tout ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression de ne pas avoir d'étape de passé, mais voilà. Après tu te dis après tout ça, il faut que tu te reloges, il faut que tu recommences à travailler. Donc à travailler, donc là ça y est, que ce soit le salon, que ce soit le resto, c'est bon, on a recommencé à travailler. Mais t'es toujours dans cet état d'esprit d'instabilité en fait, parce que le resto il est toujours il fonctionne. Il fonctionne, mais avec des matériels qui ne fonctionnent pas forcément non plus, d'accord? Quand je dis pas matériel qui fonctionne, c'est-à-dire que on a été obligé de racheter. On n'a toujours pas eu de nouvelles de l'expert, par exemple, ou de l'assurance. Donc du coup, donc tu rachètes forcément pour pouvoir te sortir de ça et pour pouvoir continuer à travailler. L'étape, quelle autre étape? L'étape psychologique, tu n'es toujours pas sorti parce qu'en fait, quand tu regardes en extérieur, t'as l'impression que rien n'a changé. Vous avez pas discuté avec un professionnel ou pas du tout? Non, c'était, non, pas. On n'en a pas discuté, mais après, c'est vrai que t'as l'impression que ça bouge pas, quoi. Ça t'a semblé, du coup, plus difficile de revenir à une forme de quotidienneté ici à Mayotte, plutôt que tout ce que tu avais déjà vécu à La Réunion en termes de cyclone? Après, là, par exemple, on a eu l'exemple du cyclone Garance à La Réunion. J'ai l'impression que à La Réunion, en l'espace de, je sais plus, 3 jours, c'était fait. Voilà, c'est ça. En 3 jours, c'était fait. Comment, t'avais des gens qui nettoyaient déjà les routes le lendemain, qui commençaient à ramasser les débris de tôle, de tout ça. Le lendemain, même dans la semaine d'après, je veux dire, les gens, ils ont recommencé leur vie normalement. C'est un passage qui est, certes que oui, le cyclone, il est passé, mais il est passé, tu as plus tu ne vois plus, tu vois plus les dégâts que ça a pu causer, entre guillemets. Donc, du coup, t'arrives à te sortir de ça, forcément. Parce que tu te dis, bon, écoute, ok, mon habitation, il a pris un coup, certes, mais de suite après, t'as peut-être les assureurs, les experts qui sont passés assez rapidement, les routes ont été dégagées assez rapidement aussi. Donc, je pense que 1 ou 2 semaines après le passage de Garance à La Réunion, tu ne voyais déjà plus comme si rien ne s'était passé. Il n'y a plus de stigmates. Non. C'est vrai que ici, 4 mois après, tu vois encore les débris de tôle. Tu vois encore qu'il y a des maisons où il y a des gens qui y habitent, où la tôle, elle est suspendue, et tu te dis, mais il y a quelqu'un qui habite là-dedans, ou, tu vois? Moi, je vois le logement où j'habitais dedans, et ils ont commencé à mettre les bâches il y a 2 semaines. Oui, et on est en avril. Donc, tu vois, donc à chaque fois que tu passes, là, moi, par exemple, à chaque fois que je passe devant, je me dis, pas de changement, toujours pas de changement. Et je repasse, toujours pas de changement. 4 mois après, quand même. Vous avez
Et les difficultés, par exemple, avec les fournisseurs, de retrouver des Non, au choses, niveau du resto, non, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème, en tout cas pas plus que d'habitude, quoi. D'accord? Pas plus que d'habitude. On était en manque de certaines choses, donc après on s'arrange, on fait de façon à ce que on s'arrange. Il y a pas de souci, mais pas de gros, pas de grosses ruptures ou de non. Si lui il en avait pas, bah tu pouvais le retrouver en supermarché par exemple. Nous on travaille avec pas mal de gens aussi, donc du coup en fruits ou en légumes, on a pu se réapprovisionner facilement. Après, comme je te disais, nous on a pu ouvrir le resto qu'au mois de février, donc c'était déjà 1 mois et demi après. Donc peut-être que les choses ont peut-être bougé entre-temps. Mais en tout cas, non, nous on n'a pas ressenti de rupture non. D'accord. De l'eau, oui, forcément, voilà. Mais ça, c'est le quotidien à Mayotte. Tu sais très bien que, voilà, tu auras quelque chose, ce mois-ci, tu auras ça que tu auras pas, ou une semaine après, voilà. Mais c'est pas ça qui a été le plus gênant, quoi. Et le rythme dans le logement, où vous avez habité avec des personnes que vous ne connaissiez pas? Alors, donc, moi, j'ai été hébergée chez ma sœur pendant les 15 jours. Après, j'ai une amie qui a été rapatriée à La Réunion, donc elle qui, voilà. Donc pour l'instant, je squatte toujours chez elle. D'accord. Je suis toujours à la recherche d'un logement que je trouve pas. Donc voilà. Donc c'est sûr que oui, tu te sens pas chez toi, tu t'es pas à l'aise. Et puis voilà quoi. J'ai eu la chance encore de me dire que j'ai eu ma sœur qui était là pendant les 15 jours après. On a quitté un peu l'île pour s'échapper un peu de tout ça, donc on est parti à La Réunion. Au retour de La Réunion, j'étais chez mon ami là, chez qui je suis toujours. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur la gestion de cet événement, de ce que tu en as vu et la manière dont tu l'as ressenti Enfin, je sais pas si c'est disable en fait. Je sais pas si c'est disable, mais c'est vrai que voilà, forcément, je sais très bien, ça fait quasi 12 ans qu'on est à Mayotte. Je sais très bien qu'il faut pas comparer avec La Réunion et tout ça, mais c'est vrai que là, l'après Chido et l'après Garance, quand même, tu te dis, il y a quand même quelque chose qui va pas ici. Il y a peut-être des structures qui sont pas faites ou je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi, on n'arrive pas à ne plus voir les stigmates du cyclone 4 mois après. Toi, en tant que citoyenne, tu aurais quel type d'attente Je sais pas, au moins pour que les routes elles soient quand même dégagées, que t'as plus l'impression de voir des tôles partout. Je sais pas si vous avez vu à Anne-Sapéry la tonne de déchets qu'il y a. mentale? La montagne, la colline carrément. Donc la colline de déchets. À chaque fois que moi je rentre le soir après travailler, t'as une autre colline là. Je sais pas si tu as vu la Kaweni. C'est des déchets qui s'entassent et qui s'entassent et qui s'entassent. Donc est-ce qu'il y a pas quelque chose pour ça? J'en sais rien. Donc déjà niveau déchets. Après que ce soit au niveau eau et tout ça, depuis quelques années, on a l'habitude avec les coupures d'eau, avec etc. Donc limite, ce n'est plus un problème. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Après, moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est que je me pose la question si est-ce que les gens ils attendent les sous de l'assurance pour pouvoir réparer? Est-ce que c'est l'assurance qui tarde trop pour le coup? Est-ce que tu penses qu'ils étaient assurés? Va savoir. Après, ils ont dit de toute façon aux infos qu'il y avait 10% de la population qui était assurée, donc forcément, voilà quoi. Mais ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'était des logements qui étaient pas assurés et qui du coup, ça veut dire que ça va rester comme ça. Ça veut dire qu'au final, on verra toujours que Chido est passé par là parce qu'on verra toujours des maisons sans toit. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Donc ouais,
J'ai une dernière question Mhm. sur un peu bilan Shido. D'accord. Il y a eu un bilan qui dit que il y a eu 39 morts Mhm. et des milliers de blessés. Ouais. Toi, pour l'avoir vécu et pour avoir vu un petit peu ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce que tu penses de Je ce bilan? pense que ici, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, ici, quand ils ont un décès, ils l'enterrent automatiquement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire ça. Parce que moi, je vois par rapport à mes collègues, par exemple, j'en ai une où elle a eu déjà 4 décès à côté de chez elle. Ouais. Donc elle qui a annoncé qu'elle avait 4 décès. Elle a eu 4 décès près de chez elle. Donc forcément, s'il y en a 4 sur ces 39 annoncés, il y a un problème quelque part. Donc je pense qu'il devait avoir beaucoup plus de morts. Vu l'état des tôles, comment elles étaient, enfin voilà. Je suis persuadée qu'il doit y avoir des morts ou des personnes qui ont été enterrées là sur le tas ou je sais pas, mais ouais que il y a beaucoup plus que 39 morts, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible qu'il y ait 39 morts. Donc ah oui oui non mais voilà, enfin je sais pas. Après c'est coutume chez eux, hein. Donc on sait très bien que voilà qu'ils enterrent automatiquement. Donc immédiatement aussi. Donc ça se peut que ce soit comme ça, hein. Après, s'ils sont morts sous les bangas et tout, c'est peut-être des personnes qui étaient en situation irrégulière, donc forcément, donc faut pas non plus dire ah bah oui, le dire à tout le monde que ah bah oui la personne elle est décédée et de dire que bah c'était déjà une personne en situation irrégulière. Donc c'est tout un truc, hein. Mais c'est sûr que ouais non 39 morts c'est pas possible. D'accord. Là, j'ai une question un peu plus libre. Mhm. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour les gens qui vont écouter ce podcast, que ce soit les inconnus, la famille, les proches, peut-être une chose qu'on n'aurait pas abordée, une initiative que tu voudrais saluer, un coup de gueule. Et bah je crois que j'ai tout dit, je crois. Je crois que j'ai tout dit. Après voilà, c'est voilà. Je pense que la population en elle-même ici, que la population elle soit locale ou des expats ou toute personne qui habite sur l'île, je pense qu'ils ont besoin en fait de sortir de ça quoi. Et je pense que pour ça, bah il faudrait que tu puisses avoir bah forcément un environnement où tu vois plus que Shido est passé. Je pense psychologiquement quand tu passes et que tu vois une tonne de déchets ou que tu passes ou que tu vois une maison sans toit ou que tu vois un lotissement sans toit, que tu parles avec des gens, donc que ce soit des locaux ou que ce soit des métros ou toute personne, t'as vraiment l'impression que Mayotte est délaissée par rapport à la Réunion. Forcément, on s'identifie toujours à la Réunion en fait. C'est ça, c'est peut-être ça le problème aussi, hein, c'est qu'on s'identifie trop à la Réunion. Peut-être que ça va vite et que qu'ici moins vite. Mais on sait très bien que ça va moins vite ici. Hein. Le pire, c'est qu'on le sait, mais c'est que j'ai l'impression que les gens, ils arrivent pas à sortir de ça, quoi. Le sujet de conversation reste Shido parce que bah ils ont eu un dégât chez eux, ils voient la tonne de déchets, ils voient les tôles, ils ont pas pu reprendre leur travail normalement. Leurs enfants, jusqu'à l'heure de maintenant, peuvent toujours pas reprendre leur scolarité aussi normalement. Donc c'est quand même assez compliqué, hein. Tu vis dans un pays où, imagine, tu vis dans un pays où tu n'as pas de logement, tu peux pas aller travailler parce que ton travail, tu fais du télétravail par exemple, mais tu fais un télétravail où tu squattes chez quelqu'un. Enfin, c'est un truc où c'est assez pesant quand même, hein. Ton fils, il a pu être scolarisé? Je sais pas s'il était en âge de Lui, l'être. lui, il était oui, il est au collège, donc du coup, son collège a pu reprendre à la rentrée. À la rentrée, ils ont fait le nécessaire pour pouvoir faire les travaux rapidement pour qu'il puisse reprendre ses cours normalement. Donc du coup, il y a pas eu de souci, en tout cas au niveau scolarité, il y a pas eu de souci, pas d'absence de prof, euh, normal, comme d'habitude. En tout cas niveau scolarité.
Je te remercie pour ton témoignage. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Je sais même pas si j'ai tout eu. Si on a répondu à la question en tout. Merci à toi, Maria.